Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue donc au webinaire Parlons Foncier, le direct, notre rendez-vous mensuel. Je m'appelle donc Philippe Abran, je dirige l'agence marketing et communication K2 et je remplace momentanément Claire Houry, donc en charge de la communication à la SAFER Occitanie. J'ai donc le plaisir d'animer ce nouveau webinaire consacré à l'analyse de la ruée vers le rural constatée ces dernières années et à ses conséquences donc pour les territoires d'Occitanie. Alors, effet passager lié à la crise Covid ou mouvement d'exode plus structurel, quels impacts positifs comme négatifs pour ce qui peut se traduire par une recomposition démographique dans les territoires ruraux concernés, quels accompagnements également pour ces nouvelles populations afin de faciliter leur intégration. Beaucoup de questionnements auxquels nous allons tenter d'apporter un éclairage avec nos invités du jour, élus et experts de ces problématiques. Je rappelle que vous pouvez poser vos questions dans le chat qui est situé à droite de votre écran et à la fin du webinaire, donc nous aurons également une enquête de satisfaction qui vous sera proposée. Sans plus attendre, donc j'ai le plaisir d'accueillir Greta Tomasi, Alain Astruc et Hervé Flamand pour échanger et partager sur ce thème. Greta Tomasi, bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence au sein de l'Université de Limoges, enseignante-chercheuse au laboratoire de géographie physique et environnementale dénommé Géolab. Ravi de vous accueillir. Alain Astruc, bonjour. Vous êtes maire de la commune de Peyre-en-Aubrac, en Lozère, président de la communauté de communes Haute-Terre de l'Aubrac, également président de l'Association des maires de France dans le département de la Lozère. Ravi de vous accueillir également. Et enfin, Hervé Flamand, bonjour. Vous dirigez le service propriété rurale de la SAFER Occitanie. Ravi également donc de vous accueillir, Hervé. Merci, bonjour à tous. Je rappelle donc pendant tout le temps du webinaire, vous pouvez réagir en direct donc via le chat sur la droite de votre écran. Greta Tomasi, je reviens vers vous, donc maîtresse de conférence à l'Université de Limoges, enseignante-chercheuse au laboratoire de géographie physique et environnementale Géolab. S'agissant donc de qualifier ce phénomène d'exode urbain, de ruée vers le rural, est-ce qu'on est face à un phénomène qui est récent et qu'on pourrait imputer à la crise Covid ou est-ce que c'est quelque chose de plus ancien? Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, effectivement, je pense que d'abord, il faut nuancer cette idée d'exode urbain pour deux raisons. D'une part, pour l'instant, on n'a pas les éléments statistiques qui montrent qu'il y a eu effectivement un exode urbain à partir de la crise sanitaire. C'est-à-dire que la crise sanitaire a accéléré, a renforcé des tendances qui existaient déjà. Et la deuxième raison pour laquelle il faut nuancer ce terme d'exode urbain, est le fait que en fait, l'émigration résidentielle des espaces urbains vers les espaces ruraux, comme dans d'autres pays européens et nord-américains, depuis les années. Donc, en fait, c'est un processus qui s'inscrit dans le temps, qui s'inscrit dans, qu'on connaît depuis au moins 5 décennies en France. Et donc, voilà, on a parlé à partir des années 80 de renaissance rurale. Maintenant, on parle de migration d'aménité. Pourquoi d'aménité? Parce que ce sont des migrations qui se dirigent vers des espaces qui sont riches, ce qu'on appelle des aménités environnementales, des beaux paysages, un climat agréable, des montagnes, la proximité avec la nature. Et donc, c'est cette recherche d'un cadre de vie, d'une proximité avec la nature ou l'environnement qui, très souvent, motive ces migrations. Donc, le phénomène n'est pas nouveau. Pardon ? J'ai dit le phénomène n'est pas nouveau. Non, n'est pas nouveau, tout comme ce sont des populations concernées qui ne sont pas nouveaux. C'est-à-dire que là aussi, c'est qu'on observe depuis donc la crise sanitaire et le fait que les profils concernés sont à peu près les mêmes qu'on connaissait avant le Covid. Et donc, ces profils, il est difficile de les résumer parce qu'il y a une grande diversité. Il s'agit à la fois de retraités qui changent de vie ou de lieu d'installation au moment de la retraite ou qui reviennent à leur pays d'origine, à leur territoire d'origine. Il peut s'agir de professionnels intermédiaires, de cadres supérieurs, de professionnels en reconversion qui changent complètement d'activité professionnelle ou de mode de vie. Il s'agit aussi de populations plus précaires, modestes,
qui cherchent dans le rural quelque chose de différent. Peut-être une dernière précision, parce qu'on parle d'exode rural, et donc il y a ce terme rural qui est très général, mais il ne faut pas oublier que il y a une grande diversité des espaces ruraux en France comme dans les autres pays. Et que tous les espaces ruraux ne sont pas concernés de la même manière par ces migrations. C'est-à-dire que là où on trouve des flux résidentiels plus importants, là où les territoires sont plus attractifs, il s'agit de territoires ou qui sont à proximité des villes, petites aussi des grandes villes, ou là où il y a des bourgs ruraux structurants, ou des territoires ruraux qui sont même plus éloignés des centres urbains, mais qui bénéficient d'un cadre environnemental paysager particulier, emblématique, qui donc attire des nouvelles populations. Tout à l'heure, Greta, là, vous évoquiez donc les profils de ces néo-ruraux qui choisissent de venir habiter à la campagne. Un mot peut-être sur les motivations, les attentes. Vous en avez parlé s'agissant des aménités. Pour autant, est-ce qu'on peut toujours parler de choix de vie pour ces populations-là qui décident de venir habiter à la campagne? Alors, pour certains, c'est vraiment un choix de vie et qui s'accompagne d'un changement de vie. Et parfois, sont aussi des moments de rupture personnelle, professionnelle. Donc, un nouveau mode de vie qui est recherché et vers lequel on tend. Parfois, il s'agit aussi d'une volonté de mise en cohérence de ses valeurs et ses aspirations avec son quotidien. Je pense par exemple à certaines valeurs environnementales, écologiques qu'on pense, qu'on imagine pouvoir rendre concret au quotidien dans un espace rural. Pour d'autres, cette rupture est plus nuancée. Je pense par exemple à des ménages qui s'installent dans des campagnes qui restent plutôt proches des villes, en tout cas dans une logique aussi de métropolisation, et qui donc vivent à la campagne, mais qui ont gardé aussi leur emploi, leurs habitudes dans l'espace, dans la ville proche, et pour lesquels donc il n'y a pas un bouleversement complet au quotidien. En tout cas, oui, très souvent, c'est un choix de vie. Une recherche d'un meilleur cadre de vie, tant à l'échelle domestique, avoir une maison plus grande, avoir un jardin, avoir plus d'espace, que à l'échelle, disons, du territoire. C'est-à-dire qu'il y a aussi la volonté de vivre à la campagne, d'être à proximité avec la nature, et aussi de vivre dans un cadre social qu'on pouvait connaître en nous. Merci pour ce premier éclairage, Greta Tomasi. Hervé Flamand, directeur du service propriété rurale de la SAFER Occitanie. On évoquait donc cette notion dans le titre de ruer vers le rural. Est-ce que selon vous, au regard des informations que vous pouvez collecter, puisque je rappelle, la SAFER Occitanie mène un travail de veille et d'observation du rural en permanence, est-ce que finalement le propos de ruer, comme semble le mentionner Greta, il n'est pas quelque peu excessif au regard des chiffres que vous pouvez constater, Hervé Flamand? Alors oui, bonjour à tous. Je suis assez d'accord avec Greta Tomasi. Si on entend la notion de ruée et qu'on imagine la ruée vers l'or avec ses fils interminables de chercheurs d'or qui montent dans les montagnes à la recherche de ce précieux métaux. Oui, non, c'est pas ça. On n'avait pas des queues à la frontière de l'Occitanie qui cherchaient à venir chez nous, mais pour autant, c'est un phénomène effectivement qu'on voit depuis une dizaine d'années, mais le phénomène pandémie Covid a été un accélérateur de ces mouvements, puisque entre 2019 et 2022, on a réellement observé et mesuré des évolutions en termes d'acquisition de biens, d'accord, notamment sur ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, le segment des maisons à la campagne. Les maisons à la campagne, ce sont des biens bâtis qui ont un foncier de moins de 5 hectares attachés et qui sont vendus à des non-agriculteurs en zone naturelle ou en zone agricole. Et là, oui, véritablement, ce segment a observé une augmentation en termes de transmission. Il faut savoir que le confinement est loin derrière nous. On a l'impression que c'est du passé, mais ceux qui l'ont vécu à l'époque ont eu du temps pour réfléchir et se sont vraiment projetés dans la recherche d'une meilleure qualité de vie et un peu plus sécurisée au vu du côté anxiogène qu'a généré cette crise.
et ils ont été à la recherche d'un changement radical de vie, hein. La solution pour eux, c'était d'aller habiter en campagne avec du foncier pour pouvoir se nourrir et éventuellement eux-mêmes produire leur nourriture. Donc moi, j'ai tendance à dire que l'attractivité de l'Occitanie, puisqu'on fait partie quand même de ces régions, hein, qui ont les aménités dont parlait Greta Tomasi, additionné à des taux d'intérêt relativement bas, l'accès au crédit, et c'est aussi derrière nous, hein, maintenant, puisqu'ils sont réaugmentés, mais l'accès au crédit était facilité par des taux autour de 1,5, et la pandémie ont vraiment été un cocktail enivrant pour les néo-ruraux et les urbains. Et pour autant, donc aujourd'hui, vous constatez un certain tassement donc de ce mouvement-là, d'arrivée de nouvelles populations? Oui, 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 réellement. Je vous ai parlé de 2019 à 2022. On a bien entendu, puisqu'on n'a pas fini l'année 2023, on n'a pas fini de mesurer, mais jusqu'en 2022, il y a eu 40% d'augmentation d'acquisition de maisons à la campagne. Ce marché de maisons à la campagne représente, sur le marché rural global de l'Occitanie, représente 60%. Ça représente 2,5 milliards contre 4,6 milliards de marché global. Donc, c'est important. En surface, c'est moindre, hein, c'est moins de 20%. Donc, jusque-là, oui, mais depuis 2023, on observe en nombre de transactions, un assez important recul. Par contre, en valeur, pas encore. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques frémissements sur le marché, mais on sent qu'au fur et à mesure qu'on avance dans l'année, il y a un ralentissement. L'autre tendance intéressante à vous livrer et qui a été observée, c'est que ce phénomène de la pandémie a eu un réel impact sur le prix moyen des maisons à la campagne transmises. On est passé, grosso modo, de 188 000 euros à 239 000 euros, maison moyenne, hein, transmise. Aujourd'hui, on n'augmente plus. C'est-à-dire qu'on reste autour des 240 000 euros. Voilà ce qui est intéressant à vous dire. Et s'agissant de qualifier encore le phénomène, on parle d'attractivité, évidemment, pour les gens qui vivent en ville, de cette campagne rurale. Est-ce que cette attractivité, au regard, là encore une fois, de ce que vous pouvez observer, est-ce qu'elle vaut pour l'ensemble des territoires d'Occitanie ou comme l'évoquait Greta, ça concerne plutôt des petites agglomérations dans certains territoires et pas d'autres? Qu'est-ce que vous constatez en Occitanie en la matière? D'un point de vue général, le chiffre de 44% exactement que je vous ai évoqué concerne l'ensemble de l'Occitanie, mais effectivement, il y a des zones géographiques plus attractives que d'autres, et on a deux tendances à ce niveau. Une tendance strictement géographique, et deux, une tendance liée à ce qu'évoquait Greta Tomasi, c'est la métropolisation. C'est-à-dire que pour l'Occitanie, les secteurs qui sont les plus attractifs sont les secteurs où les prix moyens, le prix au mètre carré est relativement abordable. C'est-à-dire, quand on est autour de la valeur moyenne que je vous ai citée, ce sont des secteurs très attractifs, et également parce que ce sont des secteurs qui ont pas mal de fermes qui ont été délaissées, hein, par le monde agricole et qui sont aujourd'hui libres et dans lesquelles on peut imaginer se projeter, réhabiliter et recréer un petit projet économique. À ce niveau-là, pardon, excusez-moi, je me suis perdu. Oui, non, ce que je voulais dire, pardon, c'est que la zone géographique, c'est pour l'Occitanie, c'est le Massif central. C'est-à-dire qu'on est en Lozère, Lot, Aveyron, Tarn, qui sont les secteurs sur lesquels on a enregistré la plus forte pression en termes de demande d'acquisition de maisons à la campagne. Pour autant, les autres secteurs, je vous l'ai dit, sont pas abandonnés, mais on a observé que les demandes se situaient majoritairement dans un rayon de 150 km autour d'un bourg-centre ou autour d'une métropole. Merci pour ces précisions, Alain Flamand. Alain Struc, donc je vous rappelle, vous êtes maire de la commune de Payre en Aubrac, en Lozère, président de la communauté de communes Haute-Terre de l'Aubrac et président de l'association des maires de votre département. J'ai envie de dire, par rapport à la Lozère et aux préjugés qu'on peut peut-être en avoir, monsieur Astruc, entre exode urbain, avec donc l'arrivée de nouvelles populations, mais peut-être aussi exode rural, je ne sais pas, vous allez nous le dire, quelle est la situation, quel est l'équilibre aujourd'hui qui se joue dans le département de la Lozère? Oui, bonjour à toutes et à tous, donc ravi d'être parmi vous. Alors, ce qu'on observe dans notre département, c'est une attirance de l'urbain vers le rural. C'est vrai que
il y a une certaine population qui voudrait s'installer dans les zones telles que la nôtre, la Lozère, et ça vient d'être dit par M. Flamand. Donc, ils sont souvent à la recherche d'un cadre de vie, hein, d'un cadre de vie où il y a la sécurité, un cadre de vie donc plus paisible, mais aussi meilleure qualité de l'environnement. Et je pense aussi qu'il y a des opportunités qui peuvent être offertes par les territoires ruraux comme les nôtres, hein. Quand on parle de logements typiques, si on veut installer des jeunes couples, ils se demandent souvent des maisons avec jardin et bien sûr un emploi. Alors l'emploi c'est compliqué aussi parce que, mais bon, un projet aussi d'entreprise. Hein. Donc ce qui avait été fait il y a quelques années, il y a 10 ans, le département avait déployé un réseau Lozère Nouvelle Vie pour sûrement accueillir une nouvelle population. Et donc, en lien donc avec les PETR, les territoires, hein, ou terres de vie sur le côté de Mende ou autre, et qui avait eu des programmes européens et qui avaient aidé à ce genre de trucs. Donc, et vous venez de le dire, on constate un achat de maisons hein, depuis 2020, une vente qui monte hein, en puissance. Hein. Et dans ce cas-là aussi, on a des fois aussi, parfois quand même aussi, beaucoup de résidences secondaires. Donc, on a un gros travail à faire à ce niveau-là, au niveau du département. Et aujourd'hui, vous avez réussi à stabiliser la démographie de votre département ou vous êtes toujours dans une tendance baissière? Ouais, ce qui se passe, alors moi, si je prends mon territoire de l'Aubrac ou autre, on a une population qui est vieillissante, qui est très vieillissante, et on a beaucoup moins de naissances, bien sûr. Donc, le sol naturel il est déséquilibré. Donc, le travail il peut se faire que par l'accueil de nouvelles populations. Hein. Moi, je le constate, on est situé sur l'autoroute A75, donc on est une terre qui peut attirer. Donc, et on a chaque année, quand même, on a la chance d'avoir des nouveaux arrivants et qui compensent et qui font que on stabilise la population. Mais bon, le projet, c'est d'arriver à 100 000 habitants. Aujourd'hui, on est à 75 000. Et on sait que sur l'Occitanie, il y a 800 000 arrivées nouvelles. Si on en avait 20 000 de plus, on les prendrait bien sur notre département. Ouais. Donc, un enjeu important pour votre territoire. Greta Tomasi, donc je reviens vers vous. Alors, je rappelle à nos internautes, pensez à poser vos questions. On essaiera d'en prendre un maximum à la fin de notre échange. Greta Tomasi, donc maîtresse de conférence à l'Université de Limoges, enseignante-chercheuse au laboratoire de géographie physique environnementale Géolab. Est-ce qu'on peut évoquer, Greta, ce que peuvent être les conséquences de ce phénomène? J'ai envie de dire positives comme négatives. Hein. Je parlais dans mon propos introductif de recomposition démographique pour ces territoires. Qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence en termes de vivre ensemble notamment? Alors, tout d'abord, je pense que la population hein, dans les espaces ruraux a été quelque chose de positif. C'est-à-dire que dans des contextes où la démographie est assez fragile, où le contexte économique aussi est souvent en déclin, ou l'a été, l'arrivée des nouvelles populations amène à un renouvellement démographique, amène à un nouveau dynamisme aussi social, économique, avec le maintien des services. On peut penser aux écoles, à certains commerces. Il y a aussi, souvent, on observe la naissance ou la dynamisation de certaines associations. Donc, il y a un apport certain au niveau démographique, au niveau économique et au niveau social. Et peut-être qu'au niveau économique, ce qu'il faut préciser, c'est aussi que souvent, on pense à des populations qui créent ou qui reprennent une activité, donc qui génèrent des flux économiques sur place. Mais on peut parler aussi de l'économie qu'on appelle résidentielle. Donc cette économie qui est liée, qui n'est pas liée aux revenus liés à une activité sur place, mais qui sont captés ailleurs et qui circulent au sein d'un territoire, qui sont très importants. C'est notamment, par exemple, toute l'économie liée à la présence de retraités. Donc voilà, un élément qui est sûrement positif. Par contre, effectivement, je pense qu'il faut avoir aussi conscience de certains effets négatifs ou de certains risques liés à l'arrivée de la... Parce que comme vous l'avez dit, ils sont souvent à l'origine de récomposition sociale, donc d'un changement, d'une évolution de la population. Et ce qu'on observe dans certains territoires est que les nouveaux habitants sont souvent des populations avec un meilleur capital économique, un meilleur capital culturel. Et donc, ce sont des personnes qui petit à petit, arrivent à transformer ces campagnes, à les transformer
d'un point de vue, disons, spatial, avec des nouveaux commerces, une nouvelle esthétique aussi des commerces et des services, avec la rénovation du bâti qui peut amener à une augmentation des prix du foncier et de l'immobilier, comme l'évoquait tout à l'heure Hervé Flamand. Et cela amène aussi à une transformation sociale, parce que cette classe intermédiaire et supérieure qui arrivent avec leurs valeurs, leur mode de vie, leur représentation aussi de l'espace rural, peut faire que les populations plus modestes, qu'elles soient originaires de ce territoire rural ou qu'elles soient arrivées à y vivre, qu'elles se soient installées aussi, peuvent ressentir un sentiment de dépossession en fait, et peuvent en être exclues progressivement. Exclues ou parce qu'elles ne peuvent plus s'y loger, parce que les prix sont devenus trop élevés par exemple, ou parce que tout simplement elles ne se reconnaissent plus dans ce territoire, elles ne se sentent plus à leur place, et donc elles n'y restent pas ou elles ne s'y installent pas. Donc ça peut être pardon Greta, ça peut être générateur de nouvelles inégalités finalement, ce phénomène-là? Oui, tout à fait. C'est ce qu'on appelle en fait un processus de gentrification rurale. Donc ce processus finalement de transformation sociale et spatiale des territoires qui amène à un sentiment de dépossession, voire à une exclusion, et qui donc se manifeste clairement avec des inégalités sociales et environnementales. Et évidemment, ce processus de gentrification questionne le vivre ensemble sur un territoire. Parce que gentrification peut aussi vouloir dire, dans certains territoires, ça ne concerne pas tous les territoires ruraux, mais ça peut vouloir dire aussi des phénomènes d'entre-soi, un processus d'homogénéisation au sein de certains bourgs ou de certains territoires. Et donc avec une cohabitation de populations hétérogènes qui est compliquée ou qui disparaît petit à petit. Merci Greta pour ces nouvelles précisions. Hervé Flamand, je reviens vers vous, directeur du service propriété rurale de la SAFER Occitanie. On parlait de sentiment de dépossession à l'instant. Donc, est-ce que sur la question du foncier agricole et des agriculteurs du monde agricole, est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît être fondé, ou est-ce que c'est une réalité de l'émergence de cette forme de dépossession, de ce sentiment de dépossession dans le monde agricole par rapport à cette nouvelle population néo-rurale? Alors, je serai assez mesuré sur le sujet. Je vous répondrai oui et non. Oui, oui, parce que la première réaction des agriculteurs que l'on côtoie au quotidien dans notre métier quand on parle du sujet, c'est peut-être de dire oui, c'est néo-ruraux, ces urbains qui viennent nous piquer la terre. Ça, c'est à chaud et c'est une réaction normale face à tout changement. C'est humain, c'est instinctif. Pour autant, quand on traite de transmission de maisons à la campagne dans nos comités techniques. Les comités techniques, ce sont des instances qui arbitrent sur la transmission d'un bien dont le projet est conduit par la SAFER avec un porteur de projet. On se rend compte qu'au gré des débats, les agriculteurs autour de la table, ils voient également, malgré tout, du positif à l'arrivée de ces néo-ruraux. Alors, pour plusieurs raisons, Greta Tomasi l'a dit, ça permet de maintenir une dynamique dans le tissu rural pour plusieurs raisons. Et donc, je vais tout à fait dans le sens de ce qui a pu être dit, mais en essayant de l'illustrer. Quand on transmet un bien, c'est pour plusieurs raisons. Je l'ai dit tout à l'heure, ça reprend des fermes qui sont délaissées, donc ça permet de réhabiliter le patrimoine. Ça, c'est un vrai effet positif. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas mourir les vieilles fermes, elles revivent, il y a des familles qui vont dans ces lieux et qui les font revivre. Une famille qui arrive, ce sont des enfants. Ces enfants vont à l'école, donc l'école est maintenue. On a installé il n'y a pas si longtemps que ça en Aveyron une famille avec 7 enfants. Donc vous imaginez bien l'effet que ça peut avoir pour le maintien de l'école en place. En Lozère, il y a quelques années également, on a permis de maintenir des services, notamment, et c'est d'actualité, les déserts médicaux. On a installé un docteur avec la collectivité qui était à la recherche de l'installation d'un docteur. On a permis de maîtriser une maison dans le village et un lieu pour exercer son métier. Donc, vous voyez les effets positifs. Et ça, nos agriculteurs le comprennent bien. Et également, en termes d'économie pure et d'économie agricole, l'intérêt que peut y voir le monde agricole, les néo-ruraux sont des consommateurs. Et ça permet aussi de maintenir des points de vente, soit une épicerie, soit des magasins paysans.
Donc, voilà autant de raisons qui me font dire que oui et non, mais c'est plutôt une réaction à chaud sur le oui. Hervé Flamand, l'enjeu de renouvellement de génération est un enjeu important hein, pour l'avenir de l'agriculture et la capacité que les agriculteurs ont à garantir notre souveraineté alimentaire. Est-ce que cette question-là peut aussi bénéficier de l'apport de populations néo-rurales ou pas? Donc, autrement dit, est-ce qu'il y a des néo-ruraux qui viennent à la campagne, notamment aussi pour s'installer? Est-ce que c'est quelque chose que s'installer en agriculture, est-ce que c'est quelque chose que vous mesurez? Alors oui, on a des porteurs de projets, et je l'expliquerai un peu plus tard, hein, sur la façon dont on accueille Oui. les nouveaux arrivants, mais là on est plus sur le sujet des maisons à la campagne et donc un changement de vie avec des néo-ruraux qui viennent principalement d'abord pour habiter et avoir une petite activité économique tout en conservant leur activité de départ. Donc un effet réel, on ne l'a pas encore mesuré, on n'est pas capable d'affirmer la question que vous me posez, mais pour autant, euh, euh, si je reprends ce que je vous ai dit là, il y a un effet sur l'économie et on ne peut pas encore dire que ça aura un effet sur l'installation agricole et sur le renouvellement pur des générations. Ce que l'on espère, c'est que la deuxième génération de ces néo-ruraux, leurs enfants, grâce à l'imprégnation de la campagne, à l'acculturation de ce milieu, auront envie de rester et auront envie de travailler la terre et auront envie d'épouser un métier agricole. Mais pour autant, aujourd'hui, ça nous est difficile Trop d'être tôt affiliés. trop tôt pour le dire. Merci Hervé Flamand. Alain Instruc, donc maire de la commune de Pergne en Aubrac, en Lozère, président de la communauté de communes Haute-Terre de l'Aubrac, président de l'association des maires du département. Monsieur Astruc, au regard de ce que viennent d'évoquer à la fois Hervé Flamand, Greta Tomasi, j'imagine que la question de l'intégration de ces nouvelles populations en milieu rural est un élément clé de la réussite de ce processus, à la fois pour leur permettre de bien vivre, et aussi assurer ce vivre ensemble qui est nécessaire. Je crois que c'est particulièrement important, hein, le vivre ensemble. Hein. Moi, je vois quand dans nos mairies, on accueille de nouveaux arrivants, bon, on leur pose des questions, tout ça. Alors, il y en a qui disent oui, ok, il n'y a pas de problème. Et des fois, 2 ou 3 mois après, on peut commencer à avoir quelques soucis. Mais bon, après, c'est notre rôle de livres ruraux de trouver des solutions, mais ça peut arriver. Bon, dans l'ensemble, ça se passe bien, mais bon, il y a toujours des cas où. Et nous, cet accueil de nouvelles populations est quand même un enjeu vital pour le département de la Lozère. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, avec le solde de natalité négatif, il me paraît essentiel de favoriser l'installation de ces nouveaux habitants. Il faut que ça assure notre vitalité démographique, que ce soit aussi l'économie et le social sur le territoire. Donc, ça permet aussi de dynamiser l'économie locale, hein, notamment, on en a parlé, j'ai entendu M. Flamand, la place transmission, les reprises d'entreprise, les compétences. Hein, et maintenir aussi nos services publics. Vous savez que dans la ruralité, c'est de plus en plus compliqué. Alors, on a la chance maintenant d'avoir France Service, hein, qui est vraiment un outil important pour nos petites communes rurales. Donc, on y travaille. Mais il faut aussi, moi, j'insiste souvent sur le tissu associatif. C'est aussi nos dynamiques territoriales. Donc, il y a tout ce travail qui doit être fait ensemble. Les gens, quand ils viennent dans nos communes, qu'est-ce qui se passe au niveau des activités autres que le travail? Est-ce qu'on peut, je sais pas moi, faire partie d'un club sportif, je sais pas moi, faire du judo, du Accéder à la karaté, culture, j'imagine aussi. il y a un paquet de choses. Et dans nos territoires, eh bien, moi je le dis, et on avait une réunion sur le monde associatif avec l'État il y a 2 jours, il se passe quand même beaucoup de choses et on a la chance d'avoir beaucoup de bénévoles qui permettent à nos communes de bien vivre, mais aussi d'attirer des gens parce que quand vous accueillez des nouveaux arrivants, s'il n'y a rien dans votre village, ben, c'est plutôt négatif. Donc, il y a un gros travail qui doit se faire à tous ces niveaux-là. Et comme sur bien d'autres sujets, c'est souvent le maire et ses équipes locales, parfois modestes, qui sont en première ligne. On est en première ligne. Et puis, il y a cet esprit d'écoute. Hein, et puis aussi, quelque part aussi, on peut leur mettre à disposition des locaux, surtout dans les territoires de montagne, hein, quand on a des locaux qui sont couverts et qui permettent de pratiquer, que ce soit du sport, du théâtre ou une chorale. Je crois que c'est essentiel.
il y a aussi le côté financier, le soutien financier qu'on apporte à la vie de ce monastère, qui me paraît quand même important dans nos campagnes. Important de le rappeler. Merci, Monsieur Astruc. Je rappelle aux uns aux autres qui nous écoutez, vous pouvez poser vos questions dans le chat. On essaiera de répondre à un maximum de questions. Greta Tomasi, je reviens vers vous. On parlait donc d'intégration à l'instant avec Monsieur Astruc et de tout ce que ça réclame en termes d'organisation autour de ces nouveaux arrivants. L'accompagnement, donc, c'est un point clé de la réussite, enfin, d'une intégration réussie en tout cas. Pas d'accompagnement, pas d'intégration. Je pense que l'intégration, finalement, dépend aussi beaucoup du parcours et de la volonté, en quelque sorte, des nouveaux habitants. Elle dépend certes de la démarche d'accompagnement des collectivités locales, de la mairie, des habitants, mais les modes de vie envisagés par les nouveaux habitants a un impact aussi sur ce qu'on appelle l'intégration. Par contre, moi, je pense que l'accompagnement a un impact déterminant sur l'installation, en quelque sorte durable, qui puisse effectivement durer. Et ce qu'on a vu, c'est que de nombreux territoires, à partir des années 2000, ont mis en place des politiques d'accueil, des politiques qui visaient à la fois à favoriser l'arrivée des nouvelles populations, tout simplement en faisant connaître le territoire, en le présentant, en proposant par exemple des séjours de 3 jours pour découvrir le Limousin ou la Creuse ou la Lozère, et aussi pour ensuite accompagner leur installation. Par exemple, en leur présentant à des réseaux professionnels ou des associations pour les aider à un logement ou un local pour une activité. Donc, ce sont vraiment des politiques d'accueil qui ont été déclinées de manière très différente en fonction des territoires, qui ont été tant à l'échelle régionale que départementale que locale. Par exemple, en Occitanie, le département du Lot a une politique d'accueil qui est assez structurée et très visible, ou je pense aussi à la Lozère qui a des dispositifs effectivement spécifiques pour les médecins, pour les professionnels de santé. Donc voilà, ce sont des outils qui sont variés, qui sont adaptés au territoire. L'impression que j'ai, c'est que pour qu'ils soient efficaces, il faut que ces outils prennent en compte à la fois le volet professionnel, donc l'accompagnement à la mise en route d'une activité, à l'insertion professionnelle, à la mise en réseau, disons, mais aussi le projet personnel de ces nouveaux habitants. Parce que comme on le disait tout à l'heure, s'installer à la campagne est souvent un choix de vie qui n'est pas un choix de vie, disons, individuel, mais qui s'inscrit dans une logique familiale. On arrive rarement avec son conjoint, sa conjointe, avec des enfants. Donc ça s'inscrit vraiment dans un cadre familial qu'il faut prendre en compte. Et après, je pense aussi que pour que l'installation et plus largement l'intégration soit réussite, il faut certes ces dispositifs, disons, institutionnels en quelque sorte, en tout cas portés par un... Mais il faut, ce qui est très important est aussi un accueil en quelque sorte informel en fait. Là, quand on est reçu à la mairie, quand on rencontre les voisins, il faut sentir que ces projets sont accueillis avec bienveillance, que quand on arrive, on est accueilli avec bienveillance, et que donc qu'il y ait ces dispositifs, ces formes d'accompagnement qui, tout en étant en dehors des dispositifs institutionnels, permettent à ces nouveaux habitants de se sentir accompagnés et bienvenus dans ces moments clés, parce que ce sont des moments de changement de vie. Besoin de création de liens, finalement, au-delà des dispositifs institutionnels. Alain Astruc, je reviens vers vous. Donc, si j'ai bien compris, l'accueil de ces nouvelles populations, pour être efficace, ça doit d'abord être un vrai projet de territoire qui mobilise l'ensemble, on va dire, des acteurs ruraux, des parties prenantes. Je crois que vous avez passé justement une convention avec la SAFER Occitanie. Quelle est la contribution que vous attendez particulièrement de la SAFER Occitanie dans ce projet de territoire visant à accueillir de nouvelles populations dont on a compris que c'était un enjeu vital pour le département? Écoutez, moi, la SAFER, je suis au conseil d'administration peut-être depuis une vingtaine d'années en tant que conseiller départemental d'abord, et puis maintenant en tant que président des maires. C'est un travail qu'on fait en commun depuis des années. Donc, la SAFER, donc c'est l'opérateur foncier de l'espace rural. Donc,
périurbain. Donc, c'est les missions qu'ils doivent, ils ont en place. Donc, c'est le service des politiques publiques, donc en relation forte avec nous. Donc, à chaque fois qu'il y a des dossiers, ils ont des comités dans chaque secteur sur notre département. Moi, j'essaye d'y assister. Et puis après, il y a des décisions qui sont prises en assemblée. Quand ce sont les collectivités, à chaque fois, il y a quand même un gros travail qui est fait en commun et souvent, l'intérêt de la collectivité est pris en compte. Hein. Moi, j'ai un exemple, il y a 5-6 ans, sur ma communauté des communes, on avait l'option d'acheter un terrain de 3 hectares pour un projet important et c'est la SAFER qui l'a porté et qui nous a permis d'attendre jusqu'à maintenant, pratiquement, pour régler déjà le terrain. Mais aujourd'hui, c'est une zone d'activité avec Saint-Lô qui est en train de se construire. Donc voilà, il va m'apporter du travail, des entreprises qui vont s'installer. Je crois que c'est quand même important. Donc il y a une expertise forte, hein, des conseils aux différents acteurs, que ce soit dans le monde agricole, mais aussi économique ou résidentiel, hein, peu importe. Hein. Et moi, je peux être que satisfait de ce qui se passe au niveau de la SAFER. Alors nous, après, on peut amener des idées hein, en termes de communication, de transparence. Hein, parce que souvent, il y a des questions aussi. La SAFER le donne plus à un qu'à d'autres, notamment quand c'est des projets agricoles où il y a plusieurs demandes. Et moi, je considère que ça se fait. Bon, des fois, on fait pas plaisir à tout le monde. Et des fois, il y a plus. Quand il y a un oui, il y a plusieurs non. Hein, donc, mais après, je crois que l'intérêt général prévoit. Donc, il y a des agents disponibles un peu sur tous nos secteurs. Je vous dis, il y a des réunions par secteur du département. Des projets collectifs qu'on peut avoir ensemble. Donc, moi, je trouve que c'est un bel outil au service à la fois du département, de tous ceux qui l'utilisent, mais aussi au niveau des collectivités. Bel outil et acteur incontournable. Merci, Monsieur Astruc. Hervé Flamand, on arrive presque au terme du webinaire. Après, on va prendre les questions des internautes. Je voulais peut-être dire une chose par rapport à nous, les élus. On est confrontés quand même sur le foncier aux ZAN, aux zéro artificialisation nette. Oui. Qui, surtout dans un monde agricole, moi je participe à des réunions avec les 13 présidents de département. Nous, on souhaiterait une différenciation et qu'on prenne en compte notre territoire rural. Donc, bon, je sais que c'est les régions qui vont prendre ça en compte, mais on peut avoir une inquiétude. Quand je parlais tout à l'heure de zone d'activité, moi, sur mon secteur, je suis à la 3 ou 4e, mais je suis pas sûr d'en faire une 5e parce que quid. Et quand on parlait de délivrance de permis de construire, si on veut accueillir des nouvelles populations, il faudra bien que dans nos communes, on puisse aussi leur donner du terrain à construire. Et je le répète souvent, hein, ceux qui viennent de l'extérieur, ils n'ont pas envie d'avoir un terrain de 200 ou 300 mètres carrés ou 400 mètres. Hein, il faut 5, 6, 7, des fois avoir plus pour accueillir au mieux ces nouvelles populations. Mais c'est valable aussi pour nos jeunes couples. Hein. Moi, je viens de faire un lotissement. Il y avait 2 ou 3 lots qui étaient réservés pour des jeunes couples. Voilà, c'est autre chose, c'est des fois les moyens financiers ou des fois au niveau bancaire, ça bloque un peu et ça empêche le développement de nos communes. Donc, je tenais quand même à faire valoir ce qui me paraît important. Merci, Monsieur Astruc. Hervé Flamand, donc, bon, on l'a compris, hein, la SAFER Occitanie est au service des projets de territoire, des porteurs de projets, qu'ils soient d'ailleurs ruraux ou strictement agricole. Comment est-ce que vous vous êtes organisé au sein de la SAFER Occitanie pour justement répondre à ces nouvelles demandes et participer à ce qui relève certainement d'un équilibre, hein, s'agissant de préserver un existant tout en accueillant de nouvelles populations? Avant de vous dire 2 mots sur l'organisation, je voulais effectivement vous confirmer qu'être au service des territoires et des projets agricoles, c'est dans l'ADN hein, des SAFER. Les SAFER, elles ont été créées pour ça. Hein. Il y a des missions, il y a 4 missions qui sont déléguées aux SAFER par le législateur et au fur et à mesure des évolutions des différentes lois, les SAFER ont vu leur champ d'action s'élargir de l'agricole jusqu'à l'environnement, en passant par l'observation du foncier et le développement économique des zones rurales. C'est bien pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes face à vous. Et il y a des objectifs. Il y a un article 111.2 qui précise que les SAFER doivent contribuer, bien entendu, sont opérateurs des politiques publiques, mais doivent contribuer à l'équilibre entre les milieux ruraux et les milieux urbains, dynamiser l'agriculture, dynamiser l'économie rurale et contribuer à la préservation des paysages et du patrimoine. Donc, on englobe bien tout ce que l'on a dit jusqu'à aujourd'hui. La SAFER Occitanie s'est dotée d'un document stratégique
pour les 7 années à venir, et on a résolument inscrit l'ensemble de ces objectifs, l'ensemble de ces missions dans nos actions à venir pour les 7 années. Et justement, on a fortement investi en termes de ressources et en termes d'organisation, puisqu'aujourd'hui, la SAFER-Occitanie, c'est 210 collaborateurs. Il y a eu 60 emplois nets sur les 5 dernières années. C'est vous dire si on a fait ce choix résolu de mailler le territoire et de venir au service des territoires. La SAFER est organisée en 13 directions départementales, chaque département disposant de conseillers fonciers localisés sur des secteurs pour être au plus près des acteurs, des collectivités, des agriculteurs, pour rendre le meilleur service. Et nous nous sommes dotés également, c'est assez original en termes d'organisation au regard des autres SAFER, de 2 services importants, 2 services supports. Un, c'est le service propriété rurale, vous l'avez cité puisque j'en suis le responsable. Ce service propriété rurale vient en accompagnement des départements pour aller chercher des porteurs de projets qui viennent de l'extérieur, qui ne sont pas forcément locaux, et pour les aider à maturer leurs projets, mais aussi à s'insérer dans le tissu local, les accompagner auprès des collectivités, auprès des acteurs pour mûrir ce projet. Ce service propriété rurale dispose également de 2 sites internet sur lesquels on peut venir chercher une opportunité foncière, contacter un conseiller propriété rurale qui les accompagnera, qui leur fera visiter des propriétés, qui les aidera à développer leur projet. C'est 24 collaborateurs qui sont au service de cette insertion, de cet accompagnement. Et enfin, il y a un deuxième service assez important qui compte également une vingtaine de collaborateurs. C'est le service TAE, Territoire, Aménagement, Environnement, qui développe du conseil, de l'ingénierie et de la maîtrise foncière pour le compte des collectivités afin justement d'accueillir ces néo-ruraux, de développer des projets économiques. Je citerai 2 actions un peu phares qui sont dans l'ordre d'idées de ce que l'on évoque aujourd'hui. C'est l'accompagnement de la maîtrise foncière dans le cadre des programmes alimentaires territoriaux et également les biens vacants sans maître, c'est-à-dire que nous avons développé tout un process d'accompagnement des collectivités dans ce que je pourrais appeler la récupération des biens vacants sans maître, qui vont permettre de récupérer des maisons ou du foncier qui est délaissé depuis de nombreuses années afin d'installer de nouveaux résidents ou de nouveaux porteurs de projets agricoles. Il y a Vacances sans maître qui a fait l'objet d'un webinaire en début d'année que vous pouvez toujours retrouver en replay sur la chaîne YouTube de la SAFER Occitanie, je le rappelle. Alors, il est 14h12, on est presque arrivé au terme de ce webinaire, le temps passe très vite. Beaucoup de questions, j'en ai quelques-unes de sélectionnées que je vais vous soumettre. Pouvez-vous mentionner le pourcentage de néo-ruraux qui sont repartis des zones rurales car ils n'ont pas su s'y adapter après la pandémie? Est-ce qu'on a des chiffres, Greta, là-dessus, Hervé peut-être également? Très sincèrement, pour ce qui concerne la SAFER, ce n'est pas quelque chose que l'on a mesuré et que on a très peu de cas de revente de biens qui ont été transmis il y a moins de 2 ans. Hein. Mais je ne peux pas vous donner de chiffres exacts. Greta, vous avez des infos de votre côté? Non, je n'ai pas non plus de chiffres. C'est une donnée qui est très difficile à mesurer, effectivement, tout comme les raisons qui poussent à ces déménagements sont difficiles et sont complexes. Autre question, quelle tension sur le foncier dans ces territoires souvent protégés pour des motifs environnementaux ou agricoles? Forte demande, pas de foncier. La densification dans le rural fonctionne-t-elle? Monsieur Astruc, peut-être, je ne sais pas si la question est extrêmement claire. Sur cette question, c'est vrai qu'il y a une loi montagne qui protège les terrains agricoles. Et je l'ai dit tout à l'heure, quand j'avais fait mon dernier PLU, j'avais fait une étude autour de tout ce qui était agricole, donc à travers le copage, pour voir les propriétaires agricoles ou les exploitants, pour avoir connaissance de leurs besoins. Et ça nous avait permis de réaliser un PLU en 1 année, ce qui est quand même assez rare. Et on n'a pas eu de recours ou autre parce qu'on avait tenu compte des besoins des uns et des autres. Et aujourd'hui, comme si le ZAN vient en application forte et qu'on ait du mal à trouver des terrains, ce que j'ai vu là, quand le terrain on l'a, souvent on le prend pas, on essaie de le prendre sur des terrains qui sont pas à vocation agricole, puisqu'on ne peut pas faire comme on veut non plus. Ben après, sur l'avenir, il y aura quand même un gros travail qui doit être fait. Alors c'est vrai qu'il ne faut pas prendre des écarts, qu'on doit plus se recentrer, hein, c'est ce que j'entends dire, mais bon, il y a une chose qui est importante, si on refait un PLU, quand on a eu des terrains qui étaient reconnus constructibles,
Dans notre ruralité où il y a beaucoup d'agriculteurs et des fermes, quand il y a 3 enfants, je vais prendre un exemple comme ça, il y en a un qui garde la ferme avec les terrains agricoles et l'autre, dans son partage, reçoit un terrain qui est constructible. Si demain, avec les évolutions qu'il y a, ce terrain devient non constructible, ça va créer problème parce que ça, au niveau d'un arrangement de famille comme ça, il y aura des gens qui se trouveront un peu spoliés. Donc, il y a des questions qui se posent, oui. Merci, Monsieur Astruc. Autre question. Quid des autorisations d'urbanisme lors de l'acquisition de fermes à l'abandon par ces néo-ruraux? Ont-ils des difficultés à obtenir les autorisations pour rénover ces biens? Hervé, peut-être? Monsieur Astruc? Pour ce qui concerne les autorisations d'urbanisme, justement, je vous précisais qu'on accompagne les porteurs de projets pour aller rencontrer les collectivités, faire valoir leurs projets, essayer de faire comprendre aux élus et aux détenteurs du droit d'urbanisme de comprendre leurs projets. Après, effectivement, les changements de destination doivent respecter les règles. Il y a des PLU qui précisent si c'est faisable ou pas. Et nous sommes là pour informer les porteurs de projets de ces règles et essayer de les accompagner pour voir s'il y a possibilité de rentrer dans les règles ou pas. Bien, mais merci à tous les trois. Merci Greta Tomasi, Alain Astruc, Hervé Flamand. Merci pour votre contribution. Merci à tous de votre participation. Plus de 320 inscrits, je crois. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver donc sur la chaîne YouTube de la SAFER Occitanie, donc en replay, ce webinaire. Restez en ligne si vous en avez encore un petit peu le temps, dans une démarche d'amélioration continue. On vous propose de répondre à un questionnaire de satisfaction. Et puis pour le prochain Parlons foncier, le direct de la SAFER Occitanie, je vous donne rendez-vous au mois de septembre. Je vous souhaite un bel été, une belle journée et merci encore d'avoir participé. À bientôt, au revoir. Au revoir.